Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pardon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu présent à l'invitation de l'Association des peuples de la Méditerranée, l'AP2M. Alors nous remercions tout particulièrement les organisateurs de cet événement. Alors l'AP2M est une association, loi 1901, tournée vers la Méditerranée et ses rives. Elle tente de promouvoir le rapprochement des peuples autour des valeurs de tolérance et de partage dans un esprit fondé sur l'éthique laïque. Les questions qui concernent le développement et le devenir de la Méditerranée sont nombreuses et exigent une réflexion profonde. C'est pourquoi une confrontation sérieuse des pensées est de mise. C'est tout le sens des cycles de conférences organisés par l'AP2M. Cette soirée se tiendra en deux parties. Notre conférencier traitera le sujet. Ensuite, nous engagerons un dialogue avec vous-même, avec la salle, pour un échange d'expériences. N'hésitez surtout pas à intervenir et à enrichir le débat. Pour celles et ceux qui souhaitent des informations sur l'association, des documents sont à votre disposition. Sans doute les avez-vous déjà vus en entrant. Ils sont juste face à vous en sortant. Donc n'hésitez pas à les consulter et à vous inscrire. Vous verrez, il y a tout ce qu'il faut pour ce faire. Cette conférence réunit ce soir Jérôme Ravenet, philosophe, sinologue, conférencier. Il traitera pour nous le sujet de l'archétype du féminin et la Méditerranée. Franck Frégosi, docteur en sciences politiques, il sera notre modérateur et organisera le dialogue entre la salle et les intervenants. Nos deux experts sont accompagnés par Michel Rigaud, membre fondateur de l'AP2M, et Laurent Genre, président de l'AP2M. À présent, je leur cède la parole. Merci, chers amis, mesdames et messieurs, chers amis des peuples et des rives de la Méditerranée. Tout d'abord, permettez-moi de remercier M. Christian Duval, qui est le directeur de Sciences Po Aix, qui nous ouvre ce soir les portes de cette prestigieuse école pour notre première conférence. Sans oublier Mlle Patricia Rigaud, directrice générale des services, qui nous a facilité la tâche pour mener à bien l'organisation matérielle et humaine de cette soirée. L'amphi dans lequel nous avons le plaisir de vous accueillir porte le nom de Bruno Etienne, marquant ainsi ce lieu d'une empreinte charismatique, éclairée et humaniste. Christian Duval me racontait il y a peu de temps sa rencontre si impressionnante avec Bruno Etienne. Alors que jeune assistant en droit public dans ces lieux, le maître lui demandait ce que pouvait bien faire un agrégé de droit dans cet illustre institut destiné aux sciences politiques. Notre jeune homme d'alors savait à quoi s'en tenir. Il préside aujourd'hui aux destinées de l'honorable maison. Nous avons écrit au fronton de notre association « Rassembler ce qui était part ». Pour ce faire, les thèmes de nos conférences seront choisis en fonction de cette mission. Évitant ainsi les polémiques du vulgaire, afin de travailler sur les valeurs communes et même différentes, souhaitant par là même œuvrer à une meilleure compréhension de ce qui nous relie. Mais qui pourrait mieux vous expliquer notre juste dessein que Laurent Genre, jeune et fringant président de l'association Les Peuples de la Méditerranée. Mon très cher Laurent, vous avez la parole. Merci Michel, mais tout d'abord qu'il me soit permis de te remercier publiquement Michel, car si nous sommes ici ce soir, c'est avant tout grâce à toi et je tenais à le souligner. Bonsoir à tous, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. L'Association des peuples de Méditerranée veut rassembler les peuples méditerranéens autour de valeurs communes. Vous le savez, cette mer centrale est le théâtre de tensions nombreuses, trop nombreuses. Dans ce contexte, l'échange est essentiel.
C'est le sens de nos conférences. À ce propos, qu'il me soit permis de remercier Jérôme Ravenet et Franck Frégosi pour leur participation. Ce sont les personnalités idoines pour faire vivre la réflexion autour des questions touchant la Méditerranée. Discuter de l'archétype du féminin et de la Méditerranée, c'est répondre à des questions essentielles sur la stabilisation de l'arc méditerranéen à travers le rôle des femmes. Développement et paix en Méditerranée peuvent-ils passer par les femmes? Nous pouvons le penser. Car la femme donne la vie. Elle est concentrée sur la protection, l'apaisement. Précisément, peut-elle apparaître comme un point d'apaisement? Sans doute. Mais pour jouer pleinement son rôle, la femme doit être en capacité d'exercer la totalité de ses droits humains fondamentaux, c'est-à-dire bénéficier de l'éducation et des conditions matérielles suffisantes pour disposer de fonctions humaines majeures, comme la vie, l'intégrité physique, la santé, l'éducation, la liberté d'expression, l'accès au processus politique et de beaucoup d'autres choses. Ainsi, le féminisme propose d'élever les femmes en développant l'idée que cette exigence est traversée par la question de l'inégalité des genres. La société doit assurer aux femmes, comme à tous les citoyens, les conditions pour se réaliser individuellement. Si les vertus du féminin sont reconnues universellement comme un élément d'apaisement, de régulation, le féminin, est-ce le féminisme? Le féminisme s'est largement imposé en Occident comme une solution en développant la notion d'identité féminine. Justement, le but de toute construction identitaire n'est-il pas la domination, elle-même génératrice de violence? Pour certains, le féminisme ne ferait que renverser les rôles de domination. En tout cas, la démarche féministe peut être discutée, voire même dépassée. Il s'agit donc pour nous, et vous l'aurez compris, d'explorer toutes les voies du possible pour améliorer notre monde en Méditerranée. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, en organisant une confrontation sérieuse des pensées les plus diverses. C'est ce que notre ami Jérôme Ravenet, j'en suis persuadé, ne manquera pas de faire en traitant ce soir le sujet de l'archétype du féminin et de la Méditerranée. Je vous remercie. Je propose que, Jérôme, tu enchaînes directement. Enchaînons. Commençons. La Méditerranée. L'archétype du féminin et la Méditerranée. La Méditerranée, justement, commençons par là, puisque comme Laurent vient de le montrer, ou le rappeler vaguement, la Méditerranée, cela nous renvoie au problème du pouvoir, de la domination, de la violence, de la bande de Gaza à la Corse, qui est la première zone criminogène en Europe, en passant par la déstabilisation de certains pays du nord de l'Afrique, où la dispute entre les Grecs et les Turcs sur la question chypriote. La Méditerranée, c'est aujourd'hui malheureusement un autre nom de la violence. Cette violence que je définirai aujourd'hui dans le fil d'une tradition qui va de Spinoza à Deleuze, en passant par Nietzsche, comme une force d'empêcher ou de contraindre. Dans cette tradition où, vous le savez, si vous avez un peu lu Nietzsche, Nietzsche oppose le pouvoir à la puissance qui est plutôt la force d'exister. Mais aujourd'hui, ce qui va nous préoccuper plutôt, ce n'est pas la puissance, mais bien le pouvoir entendu comme force d'empêcher ou de contraindre. Il me semble que cette question de la violence, c'est la continuation moderne, dans le champ de la sociologie notamment, d'une vieille question théologico-philosophique, qui est la question du mal,
Unde malum, comme disaient les anciens, d'où vient le mal? Il me semble que c'est pour creuser cette question que Bourdieu écrit, par exemple, entre autres, La domination masculine, en 1998, et c'est ce texte qui me servira pour le moment de point de départ. Alors à cette question, unde malum, d'où vient le mal? La réponse de Bourdieu dans ce texte, c'est que la violence, celle que les femmes subissent en l'occurrence, vient d'un choix arbitraire dans la distribution sociale des rôles sexués, dans cette distribution imposée aux femmes, notamment afin de les écarter de la vie publique, de les confiner dans l'espace domestique, de contraindre leur corps et surtout de contrôler leur sexualité. Donc, la violence vient de la construction masculine, cette construction qui est largement le fait des hommes, de l'identité féminine. Le but de Pierre Bourdieu, me semble-t-il, c'est d'expliciter les mécanismes par lesquels ces rapports de domination s'imposent aux femmes. Comment le fait-il? En démystifiant l'apparente naturalité des différences sexuelles entre hommes et femmes. Car ces différences, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, ces différences ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas simplement biologiques, mais elles sont largement construites, donc arbitraires. Et l'illusion à démystifier, par le sociologue, l'illusion à démystifier est celle qui nous faisait passer une réalité construite pour une réalité naturelle, indiscutable. Non, la division sexuelle n'est pas indiscutable. La féminité n'est pas une essence immuable, éternelle, pas plus que la masculinité d'ailleurs. Masculin et féminin, insiste Bourdieu, ne sont pas des différences, entendez des différences naturelles, mais les produits d'un processus de différenciation. Elles sont construites. Alors, en quoi consiste cette identité féminine que Pierre Bourdieu dégage de l'analyse du statut de la femme dans la société kabyle? C'est de là qu'il part. Cette société kabyle, cette culture kabyle que Pierre Bourdieu tient pour paradigmatique de la culture méditerranéenne, justement. Et c'est l'une des raisons de mon choix de ce texte. Eh bien, cette identité féminine consiste, selon lui, dans ce texte, finalement, dans la dépendance de la femme à l'égard du regard masculin qui lui donne son statut. Dans cette culture, finalement, la femme n'est que ce que le pouvoir masculin la fait être, lui permet d'être. Donc, ce qui définit la femme, c'est son statut de dominée. C'est la posture minoritaire. Elle est à la merci du pouvoir masculin. Ce qui la définit, ce n'est donc pas je ne sais quel éternel féminin dont Pierre Bourdieu ne parle même pas, puisque pour lui c'est un concept qui n'a aucune dignité scientifique. Cette identité féminine, c'est une construction arbitraire. Et ce qui l'intéresse, c'est que si c'est une construction arbitraire, alors on doit pouvoir s'en libérer. Dans la mesure où il y a violence, on doit pouvoir s'en libérer et en sortir. Comment en sortir? C'est une question que pose Bourdieu. Et à cette question, son texte propose finalement deux réponses. Il envisage deux issues. La première, la plus séduisante, mais la plus improbable, c'est l'amour fou. C'est une issue possible, évidemment, à cette relation de domination. De temps en temps, nous pouvons connaître l'amour fou, mais malheureusement, vous voyez tout de suite où est le problème, c'est une solution aléatoire, imprévisible, et sur laquelle, évidemment, on serait bien ridicule de vouloir construire une politique publique. L'autre issue possible à cette relation de domination, à cette violence subie par les femmes, eh bien, c'est la résistance. C'est la lutte pour la libération, qui caractérise par exemple le mouvement féministe, auquel Bourdieu pense pouvoir apporter quelques contributions,
les contributions de l'analyse sociologique. Mais ces luttes féministes révèlent ce que j'appellerais le paradoxe de la construction identitaire. Ce paradoxe, c'est que cette construction identitaire a des effets destructeurs, des effets violents, et d'autant plus violents que cette identité se renforce. Amin Maalouf a écrit, je crois, à ce sujet, un texte dont le titre est pour le moins explicite, « Les identités meurtrières ». Alors pourquoi la construction identitaire a-t-elle des effets violents ? Eh bien parce qu'elle se construit sur la supposition d'une menace, une menace contre laquelle justement cette construction identitaire se défend. Il n'y a pas de construction identitaire sans opposition. Une opposition qui va même volontiers jusqu'à la diabolisation réciproque. Et c'est cet autre menaçant qu'il va falloir empêcher, contraindre, voire essayer de détruire. La construction identitaire, c'est donc un mécanisme défensif, un mécanisme de type paranoïde. C'est particulièrement visible dans le phénomène social de ce qu'on a appelé, ce que les historiens ont appelé la chasse aux sorcières, au XVIe et au XVIIe siècle en Europe. C'est visible aussi très nettement dans les phénomènes antisémites, où les agresseurs croient toujours voir dans les défenses de leurs victimes une confirmation de leurs prédictions. C'est-à-dire qu'ils voient dans cette défense les signes infaillibles que leurs victimes, justement parce qu'elles se défendent, ne sont pas inoffensives. Et qu'elles sont même, finalement, d'autant plus dangereuses qu'elles se défendent mieux. Bettelheim, dont je vais parler encore un petit peu plus loin, dont je reparlerai plus tard, qui menait ce type d'analyse dans le cadre concentrationnaire, dira de cette construction identitaire que c'est une illusion paranoïde. Le mécanisme de défense est donc un remède au mal, si on veut, pour l'agresser, mais c'est un remède qui empire le mal, parce qu'il confirme inévitablement les prédictions de l'agresseur, les prédictions du dominant. Vous devinez qu'on peut appliquer cette analyse au problème israélo-palestinien ou à celui de la Corse, dont je disais tout à l'heure qu'elle était, depuis 2008, la première zone criminogène en Méditerranée. Alors, cela veut-il dire qu'il ne faut pas se défendre ? Qu'il ne resterait finalement qu'à se soumettre mollement, par peur de la surenchère ? Si c'est tout ce que nous avons à proposer, évidemment, les esprits forts, j'allais dire les esprits corses, vont se cabrer, risquent de se cabrer. Mais j'aimerais montrer que entre se défendre et se soumettre, il y a une autre voie. Une voie qui ne consiste ni à se défendre, à résister, à se battre pour la liberté, ni non plus à se soumettre. Et cette voie, c'est celle de l'archétype du féminin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, deuxième partie, pour nos étudiants de Sciences Po qui sont friands de plans. Comment se libérer de la relation de domination ? Eh bien, la réponse que je propose ici, pour entrer dans l'analyse de ce que c'est que l'archétype du féminin, c'est qu'on peut se libérer de la relation de domination justement en renonçant à défendre son ego, en se désidentifiant, en acceptant de n'être que ce que l'on est, accepter de n'être que ce que je suis, c'est-à-dire rien qui cherche à empêcher ou à contraindre autrui, en se dépouillant volontairement de son identité et du pouvoir qu'éventuellement elle confère, en assumant donc sa vulnérabilité, en restant ouvert pour s'harmoniser autant que possible aux possibilités de la situation, au lieu d'essayer de plier la situation à nos plans, à nos projets, à nos désirs. Et pour en tirer le meilleur parti, oui, et donc pas du tout pour se soumettre,
mais sans non plus chercher à soumettre ses adversaires. Renverser la relation de domination à mon profit ne mettrait pas fin à la violence de la relation. Vous comprenez, donc il ne suffit pas de renverser les rôles. C'est cela l'archétype du féminin, entendu ici, pour nous, ce soir, comme archétype de la Sophia, de la sagesse. Car il y a, je le dis en passant, je ne vais pas développer, il y a évidemment d'autres archétypes du féminin. Vous voyez chez Jung l'archétype de la femme d'action, par exemple, Jeanne d'Arc, l'archétype de la femme fatale, Ève, par exemple, ou Salomé dans la Bible. Il y a d'autres archétypes du féminin. Faute de temps, évidemment, je me limite ce soir, et pour les raisons de la problématique que j'ai choisie, à l'archétype de la Sophia, du féminin comme Sophia, comme sagesse. Et cette Sophia, c'est le processus de désidentification qui vise à nous libérer, non pas simplement d'un agresseur, mais de la relation de domination elle-même. Puisque, encore une fois, il ne suffit pas de renverser les rôles pour surmonter la relation de domination. Au passage, qu'est-ce qu'un archétype ? Eh bien, un archétype, justement, comme on le voit ici, ce n'est pas une identité, ce n'est pas un ensemble de caractéristiques, et encore moins de caractéristiques à défendre. Un archétype, selon la formule de Jung, pattern of behavior, c'est-à-dire un schéma de comportement, un modèle de comportement, un type d'attitude. Voilà ce que c'est qu'un archétype. Et évidemment, un type d'attitude, ça n'a rien à voir avec nos organes génitaux. Donc cet archétype du féminin concerne évidemment aussi les hommes. Cet archétype du féminin a même beaucoup occupé les taoïstes. Donc là, c'est le professeur de chinois qui fait son retour ou qui passe par là. Cet archétype du féminin a beaucoup occupé les taoïstes, puisque le Dao De Jing, le livre de la voie et de la vertu, est justement un grand livre du féminin qui exalte une certaine idée de la féminité, cet archétype de la féminité, de la Sophia. Il exalte aussi son efficacité particulière que les sinologues ont l'habitude d'appeler efficience dans leur jargon un peu spécialisé, et justement pour la distinguer de l'efficacité particulière, différente du pouvoir masculin. Efficience contre efficacité. Mais la difficulté avec ce texte célèbre, le livre de la voie et de la vertu, que vous connaissez peut-être, c'est que le féminin n'y est pas défini conceptuellement. Il est simplement défini en images, notamment par les métaphores du vide, du creux, et surtout par la métaphore de l'eau, la métaphore la plus insistante dans ce texte. L'eau, informe, sans volonté marquée, élément essentiellement plastique, protéiforme, mais capable de tirer profit de toute situation. L'eau peut transformer toute situation rivale en opportunité. Elle s'infiltre partout. C'est ce que nous promet, en tout cas, Lao Tzu dans ce texte. Donc on aurait tort de craindre que la désidentification qui nous est demandée par cet archétype ne nous fasse courir un risque exorbitant, le risque de la soumission définitive. Comme le dit Lao Tzu, pour le plaisir de l'oreille et de mes chers étudiants sinisants, Buzheng er wu buzheng, ce qu'on pourrait traduire par elle ne rivalise pas, et pourtant il n'y a rien qui ne s'y soumette. Telle est l'eau. Elle ne rivalise pas, et pourtant il n'y a rien qui ne s'y soumette. Mais vous voyez, la métaphore est belle, la formule est séduisante, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est difficile à comprendre. Comment est-ce que ça peut bien marcher concrètement ? Alors, pour le comprendre, je fais un petit détour et je reviens en Europe
avec Bruno Bettelheim, que j'ai évoqué tout à l'heure. Un Bruno chasse l'autre, Bruno Etienne, Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim qui est l'auteur du Cœur conscient, un texte écrit en 1960, un texte qui peut peut-être montrer la rationalité, le sens psychologique profond de cette formule taoïste qui exalte l'efficience du féminin en termes, comme je vous le disais donc, séduisants mais finalement assez obscurs. Alors voilà comment Bruno Bettelheim, qui a été prisonnier comme juif dans un camp de concentration, voilà comment Bruno Bettelheim se tire d'une situation difficile, justement, dans une relation face à un officier SS, particulièrement susceptible. Situation difficile puisqu'il souffre d'engelure et le risque, évidemment, c'est l'amputation, voire la mort. Et on n'est encore qu'en 1938-39. Au camp de Dachau. Voilà comment Bruno Bettelheim résout cette situation. Il va voir l'officier SS et, je cite, « Lorsque mon tour arriva, le SS me demanda en hurlant si je savais que les Juifs n'étaient admis dans le dispensaire que pour des accidents du travail et si c'était la raison de ma présence. Je répondis que je connaissais le règlement, mais que je ne pouvais pas travailler tant que mes mains ne seraient pas débarrassées de la chair morte. Les prisonniers n'ayant pas le droit d'avoir des couteaux, je demandais qu'on coupât la chair morte à ma place. Je m'efforçais de m'en tenir aux faits, en évitant la supplication, la déférence et bien sûr l'arrogance. Dans cette relation complètement asymétrique, dissymétrique, évidemment, il faut éviter aussi l'arrogance. Il riposta. « Si c'est tout ce que vous voulez, je vais vous arracher la chair moi-même. » Et il se mit à tirer sur la peau. Comme elle ne se détachait pas aussi facilement qu'il s'y attendait, il me fit signe d'entrer dans le dispensaire. À l'intérieur, après m'avoir regardé avec malveillance, il me poussa dans l'infirmerie et ordonna au prisonnier qui faisait fonction d'infirmier de s'occuper de la plaie. Il ne cessa de m'observer en guettant des signes de souffrance, mais je réussis à les réprimer. Sitôt la chair morte enlevée, je me préparais à partir. Surpris, il me demanda pourquoi. Pourquoi je n'attendais pas les soins. Je répondis que j'avais obtenu le service que j'avais demandé. Alors il ordonna à l'infirmier de faire une exception, parce que tous les autres co-détenus dont Bruno Bettelheim parlait dans ce texte ont aussi, avant lui, évidemment, essayé de trouver un stratagème pour avoir accès au dispensaire, parce qu'évidemment, dans un camp de concentration, c'est tout de même l'endroit le plus confortable, ou le moins inconfortable. Mais l'officier ordonna effectivement à l'infirmier de faire une exception et de me soigner la main. Alors que j'avais quitté l'infirmerie, il me rappela même pour me donner une carte qui me donnait droit à la continuation des soins et à être admis dans le dispensaire sans inspection à l'entrée. Alors vous voyez, c'est très étonnant. On pourrait revendiquer, on pourrait évidemment trompeter que la honte doit changer de camp, comme le disent parfois les victimes qui ne rêvent que de renverser la relation de domination. Pourtant, vengeance, est-ce bien justice ? Vous voyez, plutôt comme il peut être utile dans cette situation extrême, et c'est précisément le concept que développe Bruno Bettelheim, le concept de situation extrême. Comment il peut être utile dans cette situation extrême de ne pas rappeler au bourreau qu'il est un bourreau ? Parce que, contrairement à ce qu'on imagine, le bourreau ne supporte pas d'être identifié à un bourreau. Et si vous le lui reprochez d'être un bourreau, eh bien, il peut aussi vous le reprocher. Éventuellement, et c'est là que ça devient vital dans un camp de concentration, éventuellement, il peut vous le reprocher en vous supprimant.
Mais notre ego, spécialement quand il est blessé, quand il est frustré, peut-il comprendre cela? C'est toute la question et tout l'enjeu pour nous, si nous voulons comprendre l'actualité de ce texte en termes de sagesse. Bruno Bettelheim précise qu'en allant rencontrer cet officier, il n'avait, et ça c'est un détail important, aucun plan détaillé, de la même manière que l'eau qui ne sait pas, au sommet de la montagne, dans quel sens elle va dévaler sa pente. Les codétenus discutaient sans fin sur le meilleur plan possible à adopter, sur la meilleure stratégie, le meilleur stratagème, mais Bruno Bettelheim insiste que, quant à lui, il préférait attendre et, je le cite, se régler sur le comportement du SS. Se régler sur, ce terme me semble important, et c'est la raison pour laquelle je dirais, pour finir, que notre archétype du féminin repose sur un principe de régulation que j'opposerai au principe de domination, qui caractérisait tout à l'heure la définition de l'identité féminine par opposition à l'identité masculine. Je cite encore Bettelheim qui dit « Je doutais de la sagesse », effectivement le terme sagesse ici est bienvenu, « je doutais de la sagesse qu'il y avait à arrêter d'avance une tactique, en raison précisément de la difficulté de prévoir les réactions d'un individu qu'on ne connaît pas. » Donc vous voyez, pas d'anticipation théorique, pas de pensée surplombante, pas de plan prévu d'avance, juste une disponibilité à ce qui est. Et c'est cela la Sophia, c'est cela l'archétype du féminin. Mais c'est difficile. Alors comment faire ? Comment peut-on se désidentifier ? Comment se libérer de cette volonté de maîtrise, rationnelle du réel ? Comment se libérer des conditionnements sociaux, des rôles avec lesquels notre ego aime à s'identifier ? Évidemment, je suis professeur et je vous répondrai par une certaine éducation, bien sûr, plus que par des lois et par des punitions. Mais quelle éducation ? Et pour mes chers étudiants de Sciences Po, pour leur plan, troisième partie, comment peut-on se désidentifier ? Quelle éducation ? Pour aller à l'essentiel, je crois que nous pourrions faire beaucoup pour diminuer la violence en repensant, en rééquilibrant nos pédagogies. Comment ? En croisant le travail de la raison, de l'imagination et de l'esprit. En inventant, je vais m'expliquer, en inventant des espaces de pratique et de réflexion qui décloisonnent les savoirs. Edgar Morin parle à ce sujet de pensée complexe, d'une pédagogie à la pensée complexe. Et là, il a ouvert une voie qui me semble rester largement encore à explorer, en tout cas dans sa mise en pratique. Edgar Morin met en garde contre le culte universitaire de la spécialisation qu'il juge aussi nécessaire qu'abrutissante. Donc là, j'en prends pour mon grade, mais j'assume, je ne me défendrai pas. Il parle même à ce propos de crétinerie universitaire, parce que la spécialisation construit justement des identités qui la rendent paradoxalement aveugle et parfois violente, brutale, spécialement, comme c'est le cas dans notre contexte économique actuel, quand la carrière universitaire devient une espèce de jeu de chaises musicales. La raison est devenue si asséchante, explique-t-il, qu'elle met en péril la science elle-même. Et il n'est pas le seul à en faire le constat. De nombreux sociologues et des sociologues de la science font aussi ce constat. Je pense par exemple au célèbre généticien, qui est aussi à ses heures sociologue de la science, Laurent Ségala, dont je vous invite à relire le texte décapant et très critique qui s'intitule « La science à bout de souffle ». La science ne tient plus ses promesses.
De son côté, l'imagination peut dire tout et n'importe quoi. Pascal l'a qualifiée de folle du logis en son temps. Et enfin, l'esprit risque toujours de prendre ces extases divines pour un permis de tuer, comme nous le rappellent, hélas, les fanatiques religieux. Peut-être faudrait-il donc, non pas abolir la spécialisation universitaire, bien sûr, mais essayer d'inventer, et peut-être que nous sommes là aussi pour ça, ce soir, essayer d'inventer des espaces de sagesse où les savoirs se rencontrent, où les savoirs peuvent se féconder. Reconnaissons que la philosophie s'y prête particulièrement, la Sophia, précisément parce qu'elle est un questionnement ouvert à tout. Vous vous souvenez que Socrate ne savait rien et ne faisait que poser des questions. Mais la philosophie, spécialement ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie universitaire, peut-elle encore redevenir la représentante de cette Sophia? Évidemment, la question reste ouverte. Au sud de la Méditerranée, c'est peut-être le risque du fanatisme religieux qui est le plus criant. Mais au nord, c'est sans contredit celui d'un rationalisme asséchant. Donc il y a là une vraie question. Si nous voulons faire se rencontrer le nord et le sud de la Méditerranée, en évitant d'un côté les excès de l'islamisme et de l'autre ceux d'un rationalisme sec, des droits de l'hommisme, comme on l'appelle parfois pour faire court. D'où l'originalité de certaines initiatives, un peu marginales, mais que je relaye ici parce qu'elles ne sont pas si farfelues. Elles sont raisonnables et, semble-t-il, efficaces à leur échelle. J'en citerai deux et je finirai par là. D'un côté, une méthodologie rationnelle appliquée aux productions de l'imagination, et de l'autre, une initiation aux méthodes de méditation. Rapidement, une méthodologie rationnelle appliquée aux productions de l'imaginaire. Eh bien, ça nous renvoie, par exemple, aux travaux de Gilbert Durand, à la mythodologie de Gilbert Durand et à ses successeurs, à la médiologie de Régis Debray, ou dans un champ connexe à la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, dans un autre encore à l'alchimie comme pratique philosophale selon Françoise Bonnardel, qui était enseignée en Sorbonne, puisque Françoise Bonnardel vient de prendre sa retraite. Mais il y a là évidemment une pratique alternative à la philosophie universitaire classique. Et il se trouve qu'aux assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se tiennent en ce moment au Collège de France, j'ai capté sur les ondes que notre ministre semblait justement appeler de ses vœux une remise en valeur des sciences humaines et sociales dans la prochaine réforme des universités. Donc nous sommes peut-être sur un courant porteur. Et la loi LRU aura bientôt vécu, semble-t-il. Deuxièmement, je disais, l'initiation aux méthodes de méditation. Par méditation, ici, pour faire court, j'entends simplement un art d'apprendre à se tenir dans l'être, dans une présence silencieuse. Et il y a peut-être une certaine urgence à réapprendre à ne rien faire, à simplement être. Cet apprentissage, il peut se faire en première personne, dès la maternelle, comme on le fait en pays scandinaves ou aussi en Hollande, et jusqu'aux études universitaires, comme l'Université de médecine de Strasbourg le propose désormais dans un master diplômant à ses futurs médecins depuis la rentrée 2012. Donc des médecins apprennent désormais la pratique de la méditation en master de médecine à l'Université de Strasbourg, dans un master qui s'intitule « Méditation et neurosciences ». En passant, évidemment, par le primaire et le secondaire, où se pratiquent déjà des initiatives sauvages de ce genre, qui sont, je peux en témoigner, connues et même tolérées par l'administration, et parfois discutées sur les réseaux sociaux,
mais ignorer évidemment des rapports d'inspection de l'Éducation nationale qui sont, disons, un petit peu gênés dans ce débat par une certaine culture de la laïcité. Alors cette deuxième piste est même sans doute une initiative à creuser pour réhumaniser aussi les prisons. Cette deuxième piste, je veux dire l'initiation aux méthodes de méditation. Pour réhumaniser les prisons, les maisons de retraite, les hôpitaux et les soins palliatifs, comme y travaillent par exemple certains amis du Dalai Lama, je pense à Sogyal Rinpoche, par exemple, pour le plus connu, ou même dans les foyers de jeunes délinquants, avec un coût, sur le plan économique, absolument nul. S'asseoir et être, ça ne coûte absolument rien. Mais en parlant de laïcité, ici, j'ai peut-être employé un gros mot, comme dirait Franck. Un gros mot, c'est-à-dire un mot lourd d'enjeux et de malentendus, dont l'Association des peuples de Méditerranée risque bien d'avoir tôt ou tard à reformuler les enjeux. Et là, je me prépare à passer la parole à Franck Frégosi. Merci de votre attention. Merci Jérôme. Si j'osais, je dirais qu'on dirait un petit morceau d'architecture dans un vocabulaire un peu imagé. J'avoue qu'on m'a demandé d'être le modérateur. J'ai du mal à être modéré en général, dans mes propos en tout cas. Et je vais peut-être me faire l'avocat du diable, parce qu'on a parlé du mal et il a disparu un petit peu de la scène, sauf à réduire l'appréhension du mal dans le monde méditerranéen à la figure féminine. Il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Je vais seulement former 3 questions, qui sont des questions qui n'appellent pas forcément de ta part une réponse directe, mais peut-être ouvrir le débat et surtout ensuite vous tendre la perche, si je puis dire, à défaut du micro, afin que vous puissiez réagir. Tu es parti d'un texte assez riche de Bourdieu. Il nous a suggéré l'idée, peut-on effectivement dépasser une relation qui serait fondée sur l'asymétrie, la dissymétrie, la domination. Et tu as évoqué les 2 hypothèses que Bourdieu formulait, à savoir d'une part la résistance, donc d'une certaine manière répondre à une violence par une contre-violence, ou bien l'amour fou. Je suis désolé qu'on n'ait pas plus abordé la question de l'amour fou, d'autant que je pensais à des travaux récents de Badiou sur l'amour, justement, lui qui est quand même le philosophe qui réaffirme un certain nombre de principes formes du marxisme dans sa forme la plus dure, a fait un ouvrage assez remarquable sur l'amour. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des passerelles peut-être, et même si l'amour échappe après tout à la rationalité, il est bon d'échapper de temps en temps à la rationalité. En tout cas, je pense qu'on aurait pu creuser ce terrain-là. Alors, tu proposes effectivement une alternative qui serait d'une certaine manière peut-être de réexaminer à travers, en tout cas ce que j'ai compris, le retour à l'archétype du féminin, comme mode de dépassement finalement des potentialités conflictuelles. Alors, première question, j'aimerais bien qu'on discute tous ensemble de qu'est-ce que l'archétype féminin. Est-ce qu'on doit le mettre au singulier? Est-ce qu'il n'y a pas une pluralité? Est-ce qu'en te lisant, j'ai découvert énormément de terrains que je ne connaissais pas, donc je me suis mis à creuser, parce que tu évoques dans ton texte écrit, dont j'ai eu la chance de lire en amont, un certain nombre de figures, effectivement, qui sont des figures communes au bassin méditerranéen, mais je pense qu'il serait peut-être bon qu'on aille plus loin. Mais je voudrais m'arrêter à des questions qui sont un peu éloignées a priori de l'archétype du féminin. Est-ce qu'on peut réellement se libérer d'une relation de domination? Est-ce qu'il existe sur cette terre, si je puis m'exprimer ainsi, des situations, des expériences d'où serait absente toute forme d'asymétrie ou de dissymétrie? Là, c'est plutôt le polito qui réfléchit en disant est-ce que véritablement il est possible de concevoir un système, des relations dans lesquelles, à un niveau, il n'y aurait pas une inégalité quelque part? Parce qu'au fondement même de la relation de pouvoir, il y a cette notion d'inégalité. Inégalité des ressources, moyens, voire même une égalité physique. Donc c'est un petit peu ma provocation, tout en adhérant à titre personnel à ton projet de conciliation qui renvoie à des considérations humanistes tout à fait respectables. J'allais dire, deuxième élément, mais finalement ce que tu nous proposes, c'est une sortie de la violence. Or, dans le contexte de nos sociétés, là je reconnais la différence par rapport à des sociétés extrême-orientales, au fondement même des sociétés que l'on qualifie un peu rapidement parfois de judéo-chrétiennes, il y a quand même la violence. La violence est fondatrice. Et on peut renvoyer à Girard, qui montre bien, au cœur même de ce mécanisme du bouc émissaire, cette idée que finalement, la violence, elle est là, il ne faut pas la taire, il faut surtout la canaliser. Ou est-ce qu'il ne faut pas la sublimer? Je pense que dans ce que tu proposes, il y a une dimension peut-être de sublimation qui méritait de creuser. Alors,
Je dis cela en mesurant, en disant, mais finalement, quelles sont les violences qui nous indignent? Et quelles sont toutes les violences qui ne nous indignent pas, auxquelles on ne prête pas attention? Je ne dis pas que la violence faite aux femmes, elle est centrale. Je renvoie ici à un ouvrage récent d'un auteur qui sent un peu le soufre, je l'assume, Slavoj Žižek, qui est un philosophe croate, un peu radical, et qui justement consacre un ouvrage à la violence, dans lequel il dit, voilà, la violence qui nous indigne, c'est la violence subjective. La violence urbaine, la violence, la délinquance, l'agression faite aux biens et aux personnes. Puis il dit, il y a la violence divine, l'éruption de violence des masses, qui veulent rétablir le sens de l'histoire. Tu l'évoquais tout à l'heure, contre-violence. Et que dire de la violence du système, qui amène des individus à réagir de la sorte? Bien sûr, le marxiste Slavoj Žižek fait référence au système capitaliste, qui est la première des violences que nous subissons tous, même si nous n'en sommes pas forcément conscients. Je ferme ma parenthèse. Pour te laisser bien sûr la parole, j'ai beaucoup apprécié ton modus operandi, ce que tu proposes comme solution, et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton appréhension, j'allais dire laïque, de la méditation. Nous avions discuté tout à l'heure en amont sur un thème qui ne manquait pas d'inspirer la personne qui est cet amphithéâtre est dédié à une personne en particulier qui lui-même avait développé à la fin de sa vie cette notion de spiritualité laïque. Donc je me demande en quelle mesure ce que tu proposes, c'est pas aussi d'une certaine manière une manière d'aborder des techniques qui sont issues dans un contexte culturel bien précis, mais en prenant en compte ce que tu appelles le gros mot de laïcité, sur lequel je ne me hasarderai pas à me prononcer. Voilà, est-ce que tu pourrais déjà, ton sentiment, et surtout, je voudrais que la salle puisse réagir. Merci Franck. Effectivement, on va d'abord laisser la salle réagir. Donc, s'il y a des questions. Oui, mademoiselle, si on peut passer le micro en haut. Et en bas aussi. En haut, en bas. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors moi je me suis posé la question, vous nous avez dit s'il n'y a pas d'identité féminine, comme il n'y a pas d'identité masculine naturelle et que ce sont que des constructions, pourquoi rattacher la Sophia, la sagesse à la femme, alors même que ça perpétue l'idée que seule la femme peut mettre fin à la violence et que l'homme ne peut le faire sans se travestir ou se féminiser? Merci, on va peut-être prendre la deuxième question et puis le micro en bas s'il vous plaît. Deux personnes. Monsieur Ravenet, bonsoir. Bonsoir. Selon vous, une simple question, qu'est-ce que la violence? Et je reviendrai après sur une seconde question. Je réponds rapidement à cette question sur laquelle j'ai commencé mon exposé, la violence comme force d'empêcher ou de contraindre. Voilà. Il y a force dès lors qu'on cherche à empêcher ou à contraindre. Il y a violence dès qu'on cherche à empêcher ou à contraindre. Donc il y a des degrés donc, dans la violence. Toute violence n'est pas nécessairement visible, manifeste au premier abord. La violence n'est pas nécessairement physique. Il y a aussi tout ce qu'on appelle en sociologie la violence symbolique, voilà, ou des violences psychologiques aussi. On parle aussi de violence psychologique. Dès lors qu'on empêche quelqu'un d'être ce qu'il a simplement à être, alors il y a violence. Alors, si vous le permettez, je continue. À travers votre exposé et en plus la démonstration de Peter Heim dans ce camp de concentration, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, par exemple, les Juifs et Palestiniens de comprendre ce propos? Comme je l'ai dit, précisément parce qu'il s'attache à une identité, plus qu'au simple fait d'être. Dès lors que je m'accroche à une identité que je veux défendre, évidemment, je vais me sentir menacé par ceux qui s'en prennent aux caractéristiques de cette identité. Je vais supposer que cette identité est menacée et je vais répliquer en retour. Et c'est le fondement du mécanisme de surenchère. L'identification induit
la violence, parce que c'est une illusion paranoïde, comme je l'ai expliqué, n'est-ce pas? Illusion paranoïde, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur la supposition d'une menace. Je me définis, si j'ai besoin de me définir, par opposition à. Et c'est là qu'est le problème. D'où la sagesse comme principe de désidentification. Se désidentifier, justement, pour désamorcer la violence. Si on me traite de con, allons-y. Pourquoi pas? Suis-je vraiment affecté par cette caractéristique qu'on me colle dessus? Alors, si je tiens à me défendre de cette caractéristique, je risque de répliquer, moi aussi, à mon tour, de manière violente. J'aime bien la réplique de Chirac à quelqu'un qui un jour lui disait « Hé, connard !» Il répond « Enchanté, moi c'est Jacques Chirac. » Ne pas s'identifier. Alors, je réponds au passage à la question « Pourquoi la Sophia est-elle une figure féminine ?» Précisément parce que socialement, la femme étant, en tout cas dans nos sociétés patriarcales méditerranéennes, une expression de la posture du dominé, de la dominée, une image de la posture minoritaire, eh bien, certains sages, j'ai parlé de Lao Tzu, mais il y en a aussi chez nous, ont simplement approfondi cette question en essayant de voir ce qui se passait si on arrivait à assumer effectivement, au lieu de s'en défendre, au lieu d'essayer d'en sortir, si on assumait cette posture minoritaire, comme le font, de gré ou de force finalement, bon gré, mal gré, les femmes. Les femmes sont de fait en Méditerranée dans cette posture. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les sages, bon, j'ai parlé de Lao Tzu, j'aurais pu parler de Socrate, j'aurais pu parler de Jésus, qui sont aussi des hommes qui ont justement accepté cette posture minoritaire, qui ne l'ont pas simplement subi, mais qui l'ont voulu. Et c'est ça qui change tout, si vous voulez. C'est là que le féminin devient véritablement une force. Vous voyez, quand il est voulu. Comme dit Jésus, ma vie, on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le christianisme orthodoxe, Jésus sur la croix est toujours détendu. Il est crucifié, mais on ne lui prend pas sa vie. Il a dépassé le stade de la victime. Il ne cherche pas, il n'a d'ailleurs même pas cherché à s'enfuir, comme vous le savez. Il endosse, il assume, il veut ce qui est. Même si c'est cru et cruellement violent, il ne veut rien d'autre que ce qui est. Et il le veut dans toute sa simplicité. Et ça change tout. Effectivement, Monseigneur Martin, Jean-Yves Leloup, etc., insistent beaucoup pour dire que dans l'iconographie orthodoxe du Christ, le Christ n'est pas souffrant, il n'est pas torturé. Il veut ce qui est. C'est même d'ailleurs le sens profond du terme « Amen ». Ainsi soit-il, c'est-à-dire que les choses soient ce qu'elles sont. Il n'y a rien d'autre à vouloir que ce qui est. Mais puis-je vouloir ce qui est tel que c'est? Ça, c'est la condition dans laquelle les femmes sont contraintes, et les philosophes essaient de dire si cette position contrainte pouvait être voulue, assumée et voulue, alors elle se transformerait. De la même manière, je prends un exemple que j'aime bien creuser, celui du jeûne. Vous savez, si vous êtes en Afrique
et que, et que vous n'avez rien à manger, les conséquences sont extrêmement dramatiques du point de vue de la santé. Mais si vous jeûnez, si vous voulez vous abstenir de nourriture et que vous faites l'expérience volontaire du jeûne, alors l'absence de nourriture, la privation de nourriture devient un facteur de santé. Ah, vous voyez? Donc ce n'est pas l'objectivité du fait qui est importante, mais c'est la manière dont nous le vivons. Bon, je vous repasse la parole parce que... Une autre question. Oui, bonsoir. En bas et en haut, donc. Bonsoir. Alors, concernant les solutions que vous proposez, les deux solutions, est-ce qu'il n'y en aurait pas une troisième, un peu plus pratique et un peu plus sociale? Parce que la méditation, au fond, c'est une pratique assez personnelle et très subjective. Et la mythodologie, la réinvestiture de l'imaginaire, ça reste justement quelque chose d'un domaine assez abstrait. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à l'instar de ce que pense Baudrillard, une possibilité dans l'échange symbolique, vraiment? Parce qu'au fond, ce qui cause la violence et ce qui est la source quand même, c'est les oppositions qu'on fait souvent entre le féminin, le masculin. C'est cette confrontation, en fait, ce qu'il appelle, lui, la disjonction des termes. Or, pour lui, l'échange symbolique, en fait, c'est l'utopie qui met fin au topic, justement, de l'âme et du corps, du féminin, du masculin, du réel et du virtuel. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une voie à exploiter dans, justement, essayer de réhabiliter l'espace symbolique et de créer un échange symbolique au sein du corps social? Mais c'est ça l'étude de l'imaginaire qu'on pourrait mener dans nos écoles primaires en racontant à nouveau les contes de fées dont justement Bettelheim fait la psychanalyse avec brio. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on pourrait faire dans nos cours de français au lycée, dans nos cours de littérature, de langue. C'est un petit peu d'ailleurs ce que je fais aussi avec toi dans le cours de chinois. Donc ce n'est pas si abstrait. C'est quelque chose qui peut traverser nos pratiques pédagogiques, de même que la méditation, puisque ce n'est pas simplement une pratique personnelle, c'est une pratique collective, comme tu le sais, puisque tu viens le vendredi matin, 10 minutes avant le cours de chinois, pour s'asseoir en silence avec moi. Hein? Non. Et il est important que ces pratiques qu'on peut faire seul, soient aussi partagées, parce que on peut aussi instrumentaliser ces pratiques, comme ça se fait dans certaines écoles religieuses, pour fanatiser les gens, comme ça se fait dans certaines sectes. Donc, ces pratiques sont des pratiques qu'on peut faire seul, des pratiques, tu dis, personnelles, mais il est important, justement, que ces pratiques soient débattues dans l'espace public pour justement se confronter au regard des autres, à la critique rationnelle des universitaires qui, pour le coup, ne sont pas quand même que des crétins, mais peuvent aussi apporter sur ces pratiques un regard justement critique, rationnel. Voilà. Donc, ce n'est pas abstrait, mais ça peut se concrétiser dans nos pratiques quotidiennes d'enseignement, école primaire, maternelle même, collège, lycée et université. Ouais. Ça ne concerne pas que le cours de méthodologie, je ne sais pas moi, le cours sur l'imaginaire de Raphaël Liogier en 4e année à l'IEP. D'autres questions? Il y a deux autres questions dans la salle. Sylvie Patias, d'ailleurs, qui enseigne à Sciences Po. Bonsoir. Il t'a savonné la planche, hein, un petit peu? Non, je l'attends à la sortie. Alors, en fait, moi, j'avais une petite question qui reprenait un peu peut-être celle de Franck Frégosi. Est-ce que tu ne penses pas que le modèle de dépassement ou le dépassement que tu proposes n'entre pas en contradiction fondamentale, en fait, avec, pour reprendre Zizek, la matrice ou la dynamique de l'Occident et du capitalisme, qui a quand même montré sa capacité d'adaptation et qui est donc fondée sur la raison, donc l'abstraction, donc la violence,
en passant par ce que disent Zizek, Terechенко, Matteo ici, ou même de façon plus ancienne, peut-être Horkheimer. Et donc, en fait, hormis les situations exceptionnelles dont tu as parlé, défendre son ego en Occident, c'est pas défendre son ego, mais c'est défendre sa condition. Parce que les sociétés, enfin les démocraties occidentales restent quand même des sociétés de classe. Donc ça, c'est la première question. Et donc, des sociétés violentes. Et ma deuxième question, c'est comment tu lis en fait des propositions de solutions, par exemple la méditation, qui sont... Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit ton étudiant, que moi en tout cas, mais sans doute parce que je n'y connais rien, me paraissent des solutions plutôt individuelles. Comment est-ce que tu les lis à la question de la justice sociale? Question que le féminisme, dans toutes ses versions, qu'on soit pour ou contre, a quand même essayé de prendre en compte. Voilà, merci. On passe à l'autre question, les regroupe, ou tu réponds? Oui, on peut essayer. C'est une question importante. Monsieur Sogodogo, oui, Monsieur Sogodogo, puis ensuite... Monsieur Sogodogo. Merci. Bonsoir, bonsoir. La femme porte en elle un idéal masculin, je veux dire une représentation inconsciente de l'homme en général. Et en fait, l'animus. Les adeptes Jung disent qu'il existe un animus positif et un animus négatif. Quand il est positif, il rend la femme, j'allais dire brillante, pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être mal choisie. Il la rend créative, aimante. Mais à l'inverse, un animus négatif peut la rendre tout autre, agressive, méchante, pas aimante du tout. Alors, ma question est la suivante. Où est-ce qu'on peut situer l'équilibre? Merci. Merci, Monsieur Jonot. Il y a une troisième question. Voilà, Monsieur Jonot. Oui, bonsoir, Monsieur Ravenet. Vous avez cité Bourdieu à plusieurs reprises. Dans la violence symbolique de Bourdieu, il parle de la volonté d'imposer des significations ou des représentations. Je pense que l'existence supposée d'archétypes féminins est pour moi un paradoxe avec la volonté de se libérer de la violence symbolique. Comment sortir de ce paradoxe? Jérôme. Ah oui, c'est pour ça que j'ai commencé par Bourdieu, parce qu'effectivement, je ne suis pas bourdivien, comme vous l'avez compris. Jérôme, si tu me permets, on va prendre la quatrième question, puis tu répondras globalement. Merci, monsieur. Bonsoir. Vous prenez la solution d'une forme de résistance à la violence par une désidentification. Est-ce que cette désidentification, c'est pas aussi une sorte de violence? Parce que s'effacer par rapport à un certain modèle culturel et identitaire n'est pas générateur de violence, parce que l'identité, c'est aussi une forme de résistance, une façon d'exister. Donc forcément, effacer cette identité, à terme, va générer une violence. Et c'est le principe de la mondialisation des cultures, c'est qu'on arrive à un modèle culturel peut-être pas imposé, mais dominant, qui finit par générer une forme de résistance et donc de violence. Oui, effectivement. Toute solution, de toute façon, dans la manière où elle tend à s'imposer dans l'espace social, se traduit par de la violence. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand je propose à mes étudiants de méditer, ils ne sont pas obligés de méditer. Ils peuvent bâiller aux corneilles, faire toute autre chose, ils ne sont pas notés. C'est important de ne pas, effectivement, il est important de ne pas transformer cette proposition en projet social contraignant. Et donc, on est là sur un paradoxe, évidemment. Dans quelle mesure les propositions que je fais dans ma troisième partie gagneraient-elles vraiment à
se transformer, à se réaliser socialement. Il n'est pas sûr qu'elles aient à y gagner. Il n'est pas sûr qu'elles aient à y gagner parce qu'il y a toujours, même dans les meilleures idées, risque d'une récupération et par conséquent d'une transformation de ces meilleures idées en violence organisée, institutionnelle. Tout à l'heure, le terme d'utopie a été prononcé. Le communisme et le nazisme sont des utopies et les spécialistes de philosophie politique étudient bien le nazisme et le communisme comme des utopies en cours de réalisation. Je le rappelle souvent parce que l'utopie, ce rêve d'un bonheur partagé par tous, se traduit parfois, sinon souvent, dans sa réalisation sociale par un cauchemar. Donc effectivement, on ne peut imposer à personne ce processus de désidentification, cette pratique de la méditation. On peut simplement, et c'est ce que je fais moi-même d'une manière générale, comme philosophe, plutôt que comme professeur de philosophie, on peut en témoigner. Et il est très important de s'imposer une limite là. En témoigner, ce n'est pas dire aux autres « voilà où est la vérité ». C'est simplement témoigner de ce qui me semble avoir, pour moi, permis de régler un certain nombre de solutions. Mais tel a été mon chemin, tel, semble-t-il, a été celui de Socrate et de Jésus, dont je lis, les textes dont je lis beaucoup dans mes cours, les textes qui les concernent, ou Lao Tzu, comme je l'ai fait ce soir avec vous, mais voilà, ce sont des témoignages et non pas des vérités qui mériteraient d'être transcrites, comme on a essayé de le faire dans des utopies du XXe siècle, en projet social contraignant, ce qui me semblerait effectivement extrêmement, extrêmement dangereux. J'ai beaucoup développé la question de la différence entre utopie et atopie. Je vous renvoie à phalanstère.fr, un site sur lequel sont concentrées toutes les conférences et les cours que j'ai pu donner ces dernières années, et notamment sur le fait que je suis extrêmement réservé à l'égard de ce qu'on appelle les utopies, précisément parce que leur réalisation se transforme souvent en cauchemar. Bon, beaucoup de choses ont été dites, je ne sais pas si on pourra développer tout, parce que vous savez aussi qu'on doit quitter les lieux à 20 heures, mais Mamadou a posé des questions, Sylvie aussi, sur l'Occident et le féminisme. Alors, vous avez bien compris que je ne suis ni pour l'Occident, ni contre, je ne suis ni pour la Chine de Lao Tzu, ni contre. On ne peut pas, évidemment, proposer l'archétype de la Sophia, l'archétype de la sagesse comme un processus d'identification et ensuite vous dire voilà quel est le modèle. En tout cas, voilà la réponse que je peux faire pour le moment à Sylvie. Je ne suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, je ne m'adosse pas à une certaine réflexion sur l'Occident et sur la Chine de part et d'autre. C'est même la raison pour laquelle, après ma thèse de doctorat, je n'ai pas continué mon travail avec François Julien, qui était mon directeur de thèse et qui est un sinologue qui creuse depuis plus d'une vingtaine d'années, quasiment une trentaine d'années, l'idée qu'il y a une pensée chinoise et une pensée occidentale. Et il essaie de penser l'impensé des deux. Donc, précisément, ce que je reproche à ce type d'attitude, c'est d'enfermer les penseurs dans des identités collectives avec lesquelles je ne suis pas sûr qu'ils aient grand-chose à voir, en fait. Est-ce que Lao Tzu, c'est la Chine ? Est-ce que tous les Chinois sont taoïstes ? Est-ce que tous les Français ont un béret sur la tête et mangent des baguettes de pain ? Est-ce que tous les Anglais boivent du thé ? Ça me semble effectivement discutable. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle je ne suivrai pas Huntington et tous les partisans de la thèse du choc des civilisations. Est-ce que ça existe, ça, les civilisations, dans leur identité bien déterminée ? Je ne suis pas sûr. Voilà. En tout cas,
comprenez que je me tiens à distance de toutes les thèses qui, de près ou de loin, que ce soit en philosophie, en sociologie, ont tendance à identifier et donc à enfermer les uns et les autres dans des identités qui, effectivement, comme l'a dit Laurent en introduction et comme je l'ai répété, sont génératrices de violence. Oui, je te suis. Je veux dire, je pense qu'il y a peut-être une autre porte de sortie. Ça a été évoqué tout à l'heure. Tu as une définition de l'identité qui est extrêmement fixée, figée. Est-ce que précisément, et là je suis d'accord avec toi, le risque aujourd'hui, c'est les repliements dits identitaires, le fait qu'on essaie tous de se construire une identité. Or, nous sommes porteurs d'une multiplicité d'identités. Le danger, c'est quand on en privilégie une. Je crois que là, de ce point de vue-là, on pourrait effectivement prendre en compte des situations où, sans pour autant, encore une fois, fermer la porte de ta solution, qui me paraît être raisonnable et souhaitable d'un point de vue humain, prendre en compte le fait qu'il faut qu'on admette d'abord de dépasser cette logique d'identitaire par le fait que, comme la sociologie l'a démontré, on est tous dans des processus d'identification. Donc on est dans un cheminement, rien n'est terminé, rien n'est abouti. Parce qu'en même temps, on ne peut pas ignorer effectivement qu'on est traversé par des appartenances multiples. Est-ce que ce n'est pas aussi notre manière peut-être de concevoir cette question de l'identité? Parce qu'on ne peut pas la fermer comme ça, fermer la porte en disant non, non. C'est vrai qu'il y a des risques de crispation, on voit très bien aujourd'hui comment on veut nous enfermer dans des logiques bloc contre bloc. Ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, enfin là, on pourra engager notre discussion, le débat sur communisme, nazisme, je pense qu'il faudrait distinguer entre des formes d'idéologie qui, au départ, étaient porteuses d'une logique d'émancipation et qui, en plus, ensuite, ont dérivé par l'usage qui a été fait, effectivement, je dirais, de cette idée d'émancipation. Je parle bien sûr du marxisme, je ne parle pas de l'autre corps de doctrine qui était fondé sur une logique d'asservissement et d'élimination physique de pans entiers de l'humanité en raison d'une supposée appartenance et au nom d'une identité supérieure. Je crois que, par contre, donc cette idée, je pense qu'il faut vraiment creuser plutôt la notion de pluralité dans les identifications, et c'est, me semble-t-il, une des solutions qu'on devrait, en tout cas du point de vue d'analyse, sur laquelle on doit beaucoup insister, et là je suis d'accord avec toi, par contre, balayer cette notion d'identité, mais quelque chose de fixe. La notion de construction permanente, tu l'as évoqué tout à l'heure en disant l'identité féminine est un construit social. L'identité est aussi un processus, c'est donc d'une construction sociale. Oui, donc ce n'est rien de figé, c'est quelque chose qui peut toujours évoluer. Et le danger, c'est pas d'avoir une identité, effectivement, mais c'est de chercher toujours à la construire, à la renforcer. Le danger, c'est le repli identitaire. Ouais. Peut-être encore une question dans la salle. Oui, merci pour votre très bel exposé. Quelle place faites-vous au bouc émissaire? Tout à l'heure, on a évoqué très brièvement René Girard par Franck Frégosi. Le bouc émissaire me semble être inscrit tout au long de votre propos. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une émergence de ce concept-là et que, par exemple, le thème de votre conférence qui porte sur l'archétype féminin peut être considéré comme un archétype? Je relis cette question à ce que vient d'évoquer Franck Frégosi sur les notions d'identité, et je rappelle rapidement un livre ancien qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui était très intéressant, qui s'appelait Dialogue Orient-Occident, La nuit appelle l'aurore, en sous-titre, de René Wig, qui est un historien de l'art, et de Ikeda, qui était l'ancien directeur d'un centre de philosophie, de l'école de philosophie du Japon, où effectivement les deux dialoguaient sur la différence entre Orient et Occident. Ikeda disant à René Wig, vous occidentaux, vous décomposez la réalité, l'homme donc en éléments finis, de façon à pouvoir appréhender chacun des éléments, et nous, orientaux, nous prenons le monde dans sa globalité. Et là, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de complexité avec René Morin. Je vous remercie de le faire parce qu'il est très... Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que c'est un homme qui a eu raison, il a eu raison bien avant les autres. Et cette notion de complexité, il est au cœur même de notre société et de notre façon d'appréhender et le politique et le monde de l'économie dans lequel nous vivons. Voilà. Mais je reviens à ma question centrale, la notion évoquée par René Girard sur le bouc émissaire. Voilà. Merci. Une autre question peut-être dans la salle? Non. Jérôme? Oui, je ne partage pas, malgré tout le respect que j'ai pour son travail, la thèse de René Girard selon laquelle la violence est fondatrice, puisque
Tout mon exposé est fondé au fond sur l'idée que nos relations ne sont que ce que nous en faisons. Donc il n'y a pas de déterminisme qui pèse sur nous, il y a des paresses, la paresse, la tentation de se replier sur une identité pour appartenir à un groupe, pour se fondre dans la chaleur du groupe. Ça, c'est possible, bien sûr, ça existe. Ça n'existe que trop. Mais nous n'y sommes pas condamnés. Nos relations ne sont que ce que nous en faisons. Si nous revenons à la simplicité de ce qui se passe, de ce qui se joue à chaque instant entre toi et moi, pourquoi deviendrais-tu mon bouc émissaire? Mais il faut pouvoir se tenir dans l'instant, dans la simplicité de ce qui se passe, au lieu de faire comme l'officier SS, qui suppose que tous les juifs sont des fourbes qui vont essayer de le manipuler, et comme le faisaient les juifs, dont parle aussi Bruno Bettelheim dans ses camps de concentration, qui supposaient que tous les SS étaient des salauds. Certes, ce n'étaient pas des enfants de cœur, mais quand nous appréhendons une relation avec tous ces présupposés au fond de nous, tous ces préjugés sur l'autre, comme nous le voyons tous les jours dans les tribunaux, aux affaires familiales, dans les divorces, alors, quand nous diabolisons l'autre, quand nous le voyons à travers les lunettes de nos souffrances, quand nous les voyons à travers nos lunettes de victimes, alors évidemment, là, effectivement, il y a un risque de transformer l'autre en bouc émissaire. Mais si nous arrivons à nous désidentifier, si nous faisons ce travail de désidentification par un questionnement sur notre imaginaire, et par un travail que la méditation peut nourrir, aussi la pratique de la méditation et une réflexion sur l'imaginaire, sur notre symbolique intérieure, alors nous pouvons peut-être changer de lunettes, enlever nos lunettes et accepter, comme je le disais, de n'être que ce que nous sommes, c'est-à-dire rien, pas grand-chose. Mais quand deux riens se rencontrent dans la simplicité de l'instant présent, quel espace, quel souffle, quel bonheur. C'est peut-être beaucoup plus simple que ce que, justement, tous les discours qui se construisent sur l'identité nous promettent. C'est peut-être beaucoup plus simple. Une dernière question, peut-être? Oui, monsieur. Et effectivement, pour répondre à Mamadou, avant de passer le micro, effectivement, si nous ne nous connaissons pas, notre imaginaire peut nous posséder. Et c'est ça qu'a montré Jung, c'est-à-dire que notre anima, pour les hommes, ou votre animus, mesdames, peut vous posséder si vous ne le connaissez pas. À ce moment-là, effectivement, si c'est lui qui vous mène par le bout du nez, si c'est lui qui nous mène par le bout du nez, c'est effectivement extrêmement dangereux lorsque nous sommes possédés et que nous nous identifions à notre anima pour les hommes, à notre animus pour les femmes. C'est effectivement dangereux. D'où l'intérêt effectivement d'une démarche. Ça peut être la psychanalyse, ça peut être une démarche de type alchimique, symboliste, ça peut être un certain rapport à la littérature. C'est le chemin qu'a pris René Girard, par exemple. Ça peut être la pratique de la méditation. En tout cas, cet imaginaire, cet inconscient, comme diraient les psychanalystes, si nous ne le connaissons pas, effectivement, nous sommes en danger, d'où la nécessité d'une éducation, pas simplement d'une législation pour empêcher la violence, mais d'une éducation pour apprendre à se connaître et à nous connaître, surtout par-delà les rives de la Méditerranée, chacun avec ses constructions identitaires différentes et donc des pièges différents à désamorcer. Monsieur. Alors, on a défini aussi, l'identité comme source de violence, mais il y a aussi une autre source qui s'est imposée au XXe siècle,
Et c'est le modèle aussi qu'on a choisi parce qu'il est basé sur la liberté, c'est le capitalisme. Le capitalisme, certes, comme je l'ai cité, est basé sur la liberté, mais il est aussi une source aussi d'injustice. Et quand on voit, comment on peut dépasser justement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire avec cette violence, parce que cette violence, on pourra jamais s'en débarrasser. Elle est innée, c'est quelque chose qui est né en nous. Ça permet aussi à l'homme aussi d'avancer et d'aller encore plus loin. Donc, comment on peut dépasser cette injustice et d'écarter de la même façon aussi cette violence? C'est toujours la même chose. Si vous vous identifiez à votre BMW, à votre château, à votre compte en banque, alors effectivement, vous allez générer de la violence, parce que pour vivre à ce train de vie-là, il faut certainement que d'autres dans le monde souffrent pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé de rouler en BM. Donc, sommes-nous obligés, parce que nous vivons ici, d'être capitalistes? Sommes-nous obligés de placer notre argent en bourse? Sommes-nous obligés de dépenser 2 fois notre salaire? Je ne pense pas. C'est un choix, mais c'est un choix qu'il faut assumer. Et alors là, je dirais, avec beaucoup d'amour, mais peut-être aussi avec une certaine violence contre soi-même. Parce que notre ego a plus d'un tour dans son sac. Je vends ma BM pour acheter la plus petite voiture possible sur le marché, d'accord, une Dacia, très bien. Bon,